La salle de bal scintillait à la lueur des bougies et du champagne. Tout avait été planifié jusqu'au dernier pli de serviette. La touche signature d'Élodie, des menus aux accents dorés, des marque-places personnalisées, un quatrieur de jazz jouant doucement dans un coin. Damien était superbe dans son smoking sur mesure, le bras autour de sa nouvelle épouse, tous deux rayonnant de la chaleur des nouveaux mariés. J'étais assise à une table ronde près du fond, à côté de la sculpture de glace. Mon nom était mal orthographié sur le carton, mais je n'en ai pas fait mention. La mère d'Élodie, Pascale, avait déjà fait un discours plus tôt dans la soirée, larmoyant et éloquent, parlant de sa fille qui était devenue une femme forte. La salle avait applaudi poliment. Je n'ai pas parlé. Personne ne m'avait demandé de le faire. Le tintement d'une cuillère contre un verre fit taire la salle. Damien se leva, micro en main, son bras toujours drapé autour de la taille d'Élodie. Il s'éclaircit la gorge, souriant aux invités. « Je voudrais juste prendre un moment, commença-t-il d'une voix assurée, pour remercier quelqu'un de très spécial. Quelqu'un qui a été comme un roc à travers tout ça. Ma vraie mère. » Il se tourna et regarda à travers la salle, non pas vers moi, mais au-delà de moi, vers Pascale. « Pascale, merci de m'avoir accueilli dans votre famille, d'être une présence si aimante et stable. J'ai tellement de chance de vous avoir. » Les applaudissements éclatèrent immédiatement. Des chaises bougèrent, les gens se tournèrent pour regarder d'abord Pascale, puis moi. Je n'ai pas bougé. Mes mains restèrent jointes sur mes genoux, la serviette en tissu toujours intacte. Mon sourire est resté petit et maîtrisé. J'ai eu des années de pratique pour cacher des choses derrière ce sourire. Pascale porta la main à son cœur avec un signe de tête gracieux, tapotant sous son œil comme si tout cela était trop émouvant. Je ne ressentis rien, juste un vide soudain au milieu de ma poitrine, comme un fil trop tendu qui venait de céder. J'ai fixé la bougie devant moi, la flamme vacillant très légèrement, et j'ai pensé « Alors, c'est ça, la sensation de disparaître ?» L'année était 1978, quand mon monde a volé en éclats. C'était un après-midi pluvieux de mars. Il y a eu un accident. Votre sœur et son mari, ils n'ont pas survécu. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital, encore dans ma blouse d'infirmière. Damien était là, minuscule, confus, âgé de 5 ans. Il n'arrêtait pas de murmurer « Maman, maman ». Ils m'ont demandé si je voulais le prendre en charge temporairement. J'ai dit oui, avant même qu'ils aient fini leur phrase. Ce n'était pas temporaire. J'avais 22 ans, une aide-soignante avec à peine de quoi payer mon loyer. Mais cette nuit-là, je suis devenue sa maison. L'élever n'a jamais été facile. Je faisais des gardes doubles à l'hôpital Saint-Joseph, puis je prenais des gardes supplémentaires dans une maison de retraite les week-ends. J'ai renoncé aux rendez-vous galants. Pour chaque jouet que je ne pouvais pas me permettre, j'en fabriquais un. Des châteaux en carton, une cape de Batman cousue à partir de vieilles blouses pour son 6e anniversaire. Je ne pouvais pas lui donner grand-chose, mais je lui ai donné des souvenirs. Il ne m'a jamais appelée maman, il m'appelait tante Irène. Je me disais que ce n'était pas grave. Quand il a eu 18 ans, je lui ai dit la vérité, que je l'avais adopté après l'accident. Il a à peine levé les yeux de ses céréales. « Je m'en doutais, dit-il, tu n'es pas vraiment ma mère. » J'ai hoché la tête lentement, cachant le tremblement de mes mains. Cette phrase s'est logée en moi comme une pierre. Pas vraiment ma mère. J'avais veillé sur chacune de ses fièvres, mais je n'étais pas vraiment quoi que ce soit. Pourtant, je suis restée. J'ai continué à donner. Je n'ai jamais cessé d'être sa mère, même quand il a commencé à s'éloigner, même quand quelqu'un d'autre a commencé à prendre la place que j'occupais. Élodie est entrée dans la vie de Damien comme une rafale d'air froid, lisse, tranchante et calculée. Elle souriait beaucoup, mais ses yeux regardaient toujours au-delà de moi.
La première fois qu'il l'a amenée dîner, j'ai préparé son plat préféré. Elle a à peine touché son assiette. En partant, elle m'a offert une accolade rigide. « Merci beaucoup, Irène, dit-elle, d'une voix nette et distante. Plus ils étaient ensemble, moins j'entendais parler de Damien. Les appels hebdomadaires sont devenus mensuels, puis seulement quand il avait besoin de quelque chose. J'entendais parler de Pascal, la mère d'Élodie, en passant. Elle organisait des brunchs, les aidait à planifier des voyages. Je n'étais jamais invitée. L'annonce des fiançailles? Une publication Facebook. On m'a taguée après coup. C'est là que j'ai compris. J'étais devenue invisible. Mais quand il est venu à ma porte pour demander de l'argent, il a tout réclamé. « Nous avons trouvé un endroit que nous aimons, » commença-t-il, les yeux fuyants, « mais c'est un peu hors budget. On a besoin d'environ 12 500. » J'ai cligné des yeux. « Euros. C'est beaucoup d'argent, Damien. » « C'est le mariage de ton fils, » dit-il avec une pointe d'impatience. « Tu as toujours dit que tu voulais que j'aie un beau mariage. » Je me suis assise en face de lui. C'est mon fonds d'urgence, l'argent que j'ai économisé pour mes frais médicaux ou pour mes funérailles. Il s'est adossé. « Si tu m'aimes vraiment, tu ne feras pas de ça une question d'argent. » J'ai regardé mon fils, cet homme que je reconnaissais à peine. J'ai dégluti et j'ai hoché la tête. « Donne-moi un jour, j'irai à la banque. » Il s'est levé sans sourire. « Merci, maman. Élodie sera soulagée. » À la banque, le lendemain matin, j'ai retiré chaque euro de mon compte d'épargne. Le chèque a été récupéré sur mon porche par Élodie sans un mot de remerciement. Pas d'appel, pas de SMS. Puis vint le mariage, et le discours, et le vide. Je suis rentrée du mariage un peu après minuit. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le regard perdu. Mes yeux se sont posés sur le placard du couloir où je gardais la boîte. Cela faisait des années que je ne l'avais pas ouverte. J'ai sorti la clé de sa cachette et j'ai ouvert le vieux cadenas en métal. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des investissements, des actes de propriété, des piles de vieux relevés bancaires. Le terrain près de Chêne-Vert que mon père avait acheté dans les années 60 valait maintenant 10 fois son prix. Mon père croyait qu'il fallait se préparer au pire, mais ne jamais le montrer. La richesse la plus bruyante est souvent la plus faible, m'avait-il dit. Reste discrète, reste prête. J'ai tout additionné. Mon souffle s'est coupé. J'étais loin d'être la vieille femme démunie qu'il supposait. Il y avait plus de 300 000 euros dans cette boîte, et plus encore si le marché se maintenait. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Harland, l'avocat qui s'occupait de la succession de mon père. « Je veux changer mon testament », ai-je dit. Il leva les yeux. « Vous voulez ajouter quelqu'un ?»« Non, je veux retirer quelqu'un. » Et juste comme ça, j'ai retiré Damien de tout, chaque compte, chaque acte, chaque euro. À la place, j'ai créé une fondation, petite mais significative, pour les femmes comme moi, les mères adoptives célibataires qui ont élevé des enfants sans aide, sans applaudissements et sans remerciements. Le penthouse avait des baies vitrées et un silence qui semblait mérité. J'ai emménagé 2 semaines plus tard. Pas d'annonce, pas de nouvelle adresse, juste un changement silencieux. 3 jours après, Damien et Élodie se sont présentés sans y être invités. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, leurs visages se sont figés. « Maman, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?»« Ma maison ?» ai-je dit simplement. « Je ne comprends pas, » dit-il finalement. « Comment as-tu pu te payer ça ?» Je me suis versé un thé, j'ai pris une gorgée avant de répondre. Mon père m'a appris à investir. J'ai écouté. Il m'a dévisagé. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» J'ai rencontré son regard. « Tu ne l'as jamais demandé. » Plus tard, les excuses sont finalement arrivées. D'abord, un bouquet de roses blanches, puis les SMS, suppliants. Puis Damien a appelé et a demandé ce que je voulais. « Je veux des excuses publiques, » ai-je dit, sur caméra, postées là où tout le monde peut les voir. Il y eut un long silence. « C'est humiliant, » a-t-il finalement marmonné. Je n'ai pas répondu, je n'en avais pas besoin. Quelques jours plus tard, la vidéo est apparue en ligne.
Damien, face caméra, l'air fatigué. Il a parlé de moi, de tout ce que j'avais fait. Il a admis qu'il m'avait ignoré, embarrassé, effacé. Il a dit qu'il ne s'attendait pas au pardon, seulement à ce que je mérite d'être vue. Ce soir-là, j'ai regardé la vidéo une fois, seule, puis j'ai fermé l'ordinateur. Ce n'était pas de la haine que je ressentais, ni même de la satisfaction. C'était de l'espace, un espace calme et nécessaire entre celle que j'avais été et celle que je refusais d'être dorénavant. Je n'ai pas de haine pour lui, je ne veux même pas qu'il souffre. Je veux simplement vivre une vie qui n'est pas construite autour de l'attente qu'il remarque que j'ai toujours été là. Et finalement, j'y étais arrivée.